Le désert avait cette façon de mentir. Au lever du jour, il pouvait paraître doux, presque paisible, comme une mer immobile de sable pâle et de pierres tièdes. Mais cette douceur était une peau posée sur des crocs. Le désert ne pardonnait pas. Il avalait les pas, effaçait les traces, étouffait les cris. Il gardait les secrets mieux que n'importe quel homme. Le cow-boy avançait seul, comme il le faisait depuis des mois, être des années. Sa silhouette découpait l'horizon, sombre contre la lumière. Son cheval marchait sans hâte, habitué à la poussière, aux longues distances, à l'absence de voix. Les sacoches frappaient doucement la selle à chaque pas. Le cuir craquait. Le métal de l'étrier cliquetait comme une horloge têtue, rappelant que le temps n'avait pas cessé, même s'il lui avait l'impression d'y être resté coincé. Il s'appelait Thorn Maddox, et il n'aimait pas ce prénom. Il l'avait gardé parce qu'on ne choisissait pas ce que le monde vous donnait. Les hommes l'avaient connu autrefois autrement, shérif pour certains, traqueur pour d'autres, et pour quelques-uns, traître. Ici, dans ces terres sèches où personne ne venait sans raison, il n'était plus rien, juste un cow-boy hanté qui vivait loin des regards. Ce matin-là, il ne cherchait rien. Il rentrait de la rivière, où il avait rempli ses gourdes, un filet d'eau maigre, qui survivait entre deux rochers comme un animal blessé. Il avait l'esprit vide, ou du moins il essayait. C'était sa méthode, marcher, respirer, ne pas penser. Les souvenirs faisaient moins de bruit quand on les affamait, puis le cheval s'arrêta, pas un arrêt de fatigue. Un arrêt nerveux, les oreilles pointées, les muscles tendus. Thorn sentit aussitôt le changement dans l'air, un silence plus dense que les autres, comme si le désert retenait son souffle. Il suivit le regard de l'animal. Au pied d'un petit promontoire rocheux, il y avait quelque chose qui ne devait pas être là. Une forme sombre, à moitié couverte de sable, comme si la terre avait tenté de la réclamer pendant la nuit. Thorn plissa les yeux. Son premier réflexe fut simple. Ne t'approche pas. Les coyotes laissaient parfois des restes. Les bandits laissaient parfois des pièges. Et la nature elle-même avait des manières cruelles de punir la curiosité. Mais il descendit quand même. Ses bottes crissèrent sur le gravier. Il posa la main sur le holster, non pour dégainer, mais parce que cette habitude lui donnait l'illusion d'un contrôle. Il marcha lentement, le regard balayant les environs. Pas de fumée, pas de mouvement, pas de cheval attaché, pas de traces évidentes. Pourtant, plus il avançait, plus il devinait la vérité. Ce n'était pas une bête, c'était une femme. Elle était allongée sur le côté, les cheveux noirs collés au visage, la peau brunie par le soleil et la poussière. Ses vêtements, faits de tissu rude et de cuir, étaient déchirés par endroits. Une tache sombre près de son épaule avait séché, mêlée au sable. Des bleus marquaient ses bras. Et autour de son poignet, Thorn vit un lien arraché, comme si quelqu'un l'avait attaché avant de la jeter là. Une Apache woman. Le mot traversa Thorn comme une flèche. Pas parce qu'il détestait les Apaches, il avait appris depuis longtemps que la haine était une bêtise de gens qui n'avaient jamais eu faim, mais parce qu'ils connaissaient les histoires. Dans ces territoires, une femme Apache seule, blessée, abandonnée, c'était la promesse d'une guerre. Cela signifiait que quelqu'un l'avait voulue morte. Cela signifiait aussi que quelqu'un reviendrait vérifier. Il s'accroupit, à distance d'abord, comme si le désert pouvait soudain se transformer en embuscade. Il observa la poitrine de la femme. Rien. Puis, presque imperceptible, un souffle, faible, têtu. Vivant, Thorn avala sa salive. Il aurait pu la laisser, il aurait pu remonter sur son cheval et prétendre qu'il n'avait rien vu. Le désert aurait fait le reste, proprement, sans témoin, comme il le faisait toujours. Mais son regard tomba sur le visage de la femme. Sa bouche était fendue, sa pommette enflée, et pourtant il y avait quelque chose de fièrement fermé dans ses traits. Même inconsciente, elle semblait refuser de céder, et Thorn sentit les fantômes. Ils étaient là, dans le fond de sa gorge, comme des cendres. Un autre visage, plus pâle, des yeux qui le regardaient avec une question qu'il n'avait jamais osé affronter. Une nuit lointaine, une décision trop rapide, un bruit de feu, puis le silence. Il ferma brièvement les paupières, comme s'il pouvait chasser le passé d'un simple geste. Quand il les rouvrit, la femme avait bougé. Juste un tremblement de doigts, une réaction minuscule, mais assez pour le ramener au présent. Il se pencha davantage. Sa main hésita avant de toucher la peau, consciente du risque. Il posa 2 doigts sur son cou. Un pouls, lent, irrégulier. Mais là, elle ne mourrait pas tout de suite. Le plus difficile, parfois, n'était pas de sauver quelqu'un. C'était d'accepter ce que cela allait coûter. Thorn passa un bras sous ses épaules, l'autre sous ses genoux. Son corps était étonnamment léger,
comme si la faim et les coups avaient déjà commencé à la réduire. Elle gémit à peine, un son rauque qui se perdit dans le vent. Le cow-boy serra les dents. Il n'avait pas porté quelqu'un comme ça depuis... Non, il ne voulait pas finir cette phrase. Le sable glissait sous ses bottes. Son cheval souffla, agité, comme s'il sentait le danger avant lui. Thorne posa la femme contre la selle, chercha une corde, improvisa un lien, la fixa sans trop serrer. Puis il monta, tirant doucement les rênes, et ils partirent. Chaque pas du cheval semblait résonner comme un avertissement. Le désert, autour, reprit sa respiration. Thorne connaissait le chemin de sa cabane, une bâtisse pauvre, cachée dans une dépression entre deux collines de pierre, invisible si on ne savait pas où regarder. Il y avait vécu seul, avec ses silences, ses regrets, et ce qu'il appelait une paix, même si ce mot n'avait jamais vraiment collé à sa vie. Sur la route, il sentit la femme bouger contre lui. Sa tête heurta légèrement son épaule. Elle murmurait quelque chose, des syllabes que Thorne ne comprenait pas. De temps en temps, elle gémissait, puis retombait dans l'inconscience. Sa chaleur était étrange, trop brûlante par moments, glacée par d'autres. Fièvre, choc, blessure interne, peut-être. Thorne accéléra. Le soleil montait déjà, cruel, pressé. L'air tremblait, les mouches commençaient à tourner. Et plus ils avançaient, plus il avait l'impression d'entendre un bruit derrière eux, le souvenir d'un galop, l'idée d'homme qui suivait, l'ombre d'une vengeance. Il savait ce que ce geste signifiait. En ramenant cet Apache Women chez lui, il venait d'ouvrir sa porte à quelque chose qu'il avait passé sa vie à fuir, la responsabilité, la morale, le choix entre survivre et être un homme. À l'horizon, la ligne des collines s'approcha. La cabane n'était plus très loin. Thorne baissa les yeux vers la femme. Son visage avait changé. Dans la douleur, ses traits s'étaient crispés comme si elle se battait contre un cauchemar. Sa main, par réflexe, s'était agrippée à sa chemise, comme si elle craignait de tomber dans le vide. Ce contact, si simple, le frappa plus fort qu'un coup. Il se surprit à murmurer, presque malgré lui, « Teensborn ». Il ne savait pas si elle l'entendait. Il ne savait pas s'il avait le droit de dire ça. Mais il le dit quand même. Parce qu'au fond, Thorne Maddox comprit une chose. Elle n'était pas seulement une inconnue laissée pour morte. Elle était un miroir. Et si elle survivait, il n'aurait plus aucune excuse pour rester mort à l'intérieur. La cabane surgit enfin entre deux collines de pierre, basse et fatiguée, comme un animal qui aurait appris à se cacher pour survivre. Elle n'avait rien d'un refuge accueillant, du bois brut, des planches disjointes, un toit rapiécé avec de la tôle rouillée. Pourtant, pour Thorne Maddox, c'était le seul endroit au monde où les voix du passé parlaient un peu moins fort. Il mit pied à terre avant même que le cheval ne s'arrête complètement. L'animal soufflait, nerveux, comme s'il avait porté bien plus qu'un corps blessé. Thorne détacha la femme avec précaution. Elle glissa contre lui, inerte, sa tête basculant lourdement sur son épaule. La chaleur de sa peau le surprit encore. Trop chaude, mauvais signe. Il força la porte d'un coup d'épaule. Elle grinça comme pour protester, puis céda. À l'intérieur, l'air était lourd, imprégné d'odeurs de bois sec, de poussière et de solitude. Une table grossière, deux chaises dépareillées, un lit étroit contre le mur du fond, une étagère avec quelques bocaux, et une carabine appuyée dans un coin. Rien de plus, rien de moins. Thorne posa la femme sur le lit, avec une lenteur presque cérémonieuse. Il n'était pas habitué à la délicatesse. Ses gestes avaient été façonnés par la corde, le métal et la poudre. Pourtant, ses mains tremblaient légèrement quand il défit les lambeaux de tissu collés à sa peau par le sang séché. Il s'arrêta, un instant trop long. Il n'y avait là rien d'indécent, mais quelque chose de profondément intime. Une frontière invisible qu'il n'avait pas franchie depuis des années. Il inspira longuement, puis continua. Il nettoya la plaie à l'épaule avec de l'eau tiède, arrachant malgré lui un gémissement rauque à la femme. Elle se cambra légèrement, ses doigts se crispant sur le drap, comme si elle s'accrochait à la vie par pure obstination. « Désolé », murmura-t-il, sans savoir pourquoi il s'excusait. La blessure n'était pas mortelle, mais maltraitée. Un coup de lame, peut être, ou un éclat. Les bleus racontaient le reste, des mains trop nombreuses, trop violentes. Thorne sentit une colère sourde monter, un vieux feu qu'il croyait éteint. Il serra la mâchoire et continua son travail, appliquant une pommade qu'il gardait pour lui-même depuis trop longtemps. La femme délirait à présent. Sa voix était faible, mais insistante. Des mots dans une langue que Thorne ne comprenait pas, mêlés parfois à des sons plus universels. La peur, la supplication, la douleur.
Il se détourna un instant pour chercher une couverture. Quand il revint, elle avait ouvert les yeux. Juste une fente sombre, brillante. Ils se regardèrent ainsi, une fraction de seconde suspendue. Elle tenta de se redresser, paniquée, mais la douleur la cloua aussitôt sur le matelas. Thorn leva les mains, paumes ouvertes, lentement. Doucement. Tu es en sécurité. Il n'était pas sûr de ces mots. Il les prononça quand même. Ses yeux le fixaient avec une intensité farouche, comme ceux d'un animal pris au piège. Elle respirait vite, prête à mordre s'il s'approchait trop. Puis la fièvre reprit le dessus. Ses paupières battirent, et elle sombra de nouveau. Thorn resta debout un long moment, immobile, à écouter sa respiration. Chaque souffle était une victoire minuscule. Il s'assit finalement sur la chaise près du lit, passant une main cailleuse sur son visage. La fatigue lui tomba dessus d'un coup, lourde, écrasante. Il n'avait pas dormi vraiment depuis des jours, mais ce n'était pas cela qui le tenait éveillé. C'était la peur. Pas celle des cavaliers, pas celle des représailles. Une autre, plus ancienne, plus intime. La peur d'échouer encore. La peur de regarder quelqu'un mourir sous son toit. Ses yeux glissèrent vers le mur opposé, là où pendait un vieux badge terni par le temps. Un morceau de métal inutile, gardé par habitude plus que par fierté. Les souvenirs revinrent sans demander la permission. Une rue poussiéreuse, des cris, une décision prise trop tard, une femme qui le regardait comme si le monde venait de se briser. Il se leva brusquement et sortit de la cabane. Dehors, le soleil était haut maintenant. Le désert n'avait plus rien de doux. Il écrasait tout, sans distinction. Thorn s'adossa au mur, ferma les yeux et inspira l'air brûlant comme s'il voulait s'y noyer. Il passa une main dans ses cheveux grisonnants, laissant échapper un souffle tremblant. « Pas encore », murmura-t-il. Pas cette fois. Quand il rentra, la femme avait bougé. Elle était tournée sur le côté, sa respiration plus régulière. Thorn ajusta la couverture autour d'elle, malgré lui attentif à chaque détail. Il prépara une infusion de plantes sèches, quelque chose de faible mais réconfortant, qu'il posa près du lit pour plus tard. La journée s'étira lentement. Le temps, dans la cabane, semblait se diluer. Thorn s'occupait pour ne pas penser, réparer une planche, nettoyer son arme, nourrir le cheval. Mais ses yeux revenaient toujours vers la porte, comme s'il s'attendait à la voir s'ouvrir sous les coups. En fin d'après-midi, la femme se réveilla à nouveau. Cette fois, elle resta consciente. Elle le regarda sans parler. Son visage était tendu, mais ses yeux avaient changé. Moins de panique, plus de calcul. Elle observa la pièce, les murs, l'arme dans le coin, la porte, puis son regard revint à lui. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, d'une voix rauque, dans un français maladroit mais clair. La question frappa Thorn de plein fouet. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Les réponses faciles n'étaient pas vraies. Il ne pouvait pas dire qu'il était bon. Il ne pouvait pas dire qu'il était juste. Alors il choisit la seule chose honnête. Parce que je t'ai trouvée vivante. Elle le fixa encore un instant, comme si elle cherchait le mensonge caché derrière les mots. Puis elle détourna les yeux, épuisée. Une larme glissa le long de sa tempe, silencieuse. Le soleil commença à décliner, projetant des ombres longues à travers la cabane. Thorn alluma la lampe à huile. La lumière tremblante révéla les cicatrices sur les murs, les marques du temps et des choix passés. Il comprit alors que ce lieu, qu'il avait toujours appelé son refuge, venait de changer de nature. La cabane n'était plus seulement un abri contre le désert. Elle était devenue un carrefour. Et quoi qu'il arrive ensuite, Thorn Maddox ne pourrait plus prétendre qu'il n'avait rien à perdre. Le réveil fut lent, douloureux, comme une remontée depuis les profondeurs d'un fleuve sombre. La femme ouvrit les yeux en plusieurs fois, clignant contre la lumière vacillante de la lampe à huile. Chaque battement de paupières ramenait avec lui une sensation nouvelle. La raideur de ses membres, la brûlure à l'épaule, la lourdeur de sa tête. Elle inspira, et l'air entra dans ses poumons avec difficulté, chargé d'une odeur de bois sec et de poussière. Elle n'était plus dans le désert. Cette pensée s'imposa à elle avant tout autre. Le sable, le soleil, les cris, tout cela avait disparu. À la place, il y avait un plafond bas, des poutres sombres, un silence étrange, presque respectueux. Elle voulut se redresser brusquement, mais la douleur la rappela à l'ordre, vive et sans pitié. Un gémissement lui échappa malgré elle. La porte grinça doucement. L'homme entra sans se presser, comme s'il craignait de la brusquer par sa simple présence. Il s'arrêta à quelques pas du lit. Grand, large d'épaules, le visage marqué par le soleil, et quelque chose de plus profond encore. Ses cheveux portaient des traces de gris, ses yeux une fatigue ancienne. Il ne souriait pas.
Il ne menaçait pas non plus. Il se contentait d'être là. Elle le fixa, tendu comme un arc. Son esprit cherchait frénétiquement des repères. Était-elle prisonnière, vendue, cachée pour être livrée plus tard? Elle avait appris très jeune que la bonté gratuite était rare, surtout dans ce monde-là. Sa main glissa lentement vers son flanc, là où aurait dû se trouver un couteau. Elle ne trouva que le tissu rugueux de la couverture. L'homme remarqua le geste. « Tu es blessé », dit-il simplement. « Ne force pas. » Sa voix était grave, mais calme. Pas un ordre, pas une menace, une constatation. Cela la troubla plus que si on avait crié. Elle avala sa salive. Sa gorge était sèche, brûlante. Elle parla avec effort. « Où suis-je » Il hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Chez moi. » Ce mot résonna étrangement entre eux. Chez moi, comme si ce lieu lui appartenait vraiment, comme s'il avait le droit d'exister quelque part. Elle observa la cabane plus attentivement. Pauvre, isolée, mais solide. Un refuge de quelqu'un qui fuyait autant qu'elle. « Pourquoi » demanda-t-elle encore, la voix plus ferme cette fois. Il soutint son regard. Elle sentit qu'il pesait ses mots avec soin, comme s'il pouvait se retourner contre lui. « Parce que je t'ai trouvé, et parce que tu respirais encore. » Elle laissa échapper un souffle bref, presque un rire sans joie. Trouvée, abandonnée comme un animal crevé au bord d'un chemin, elle ferma les yeux un instant, et des images revinrent, violentes, incontrôlables, des silhouettes, des voix hurlantes, des mains qui la jetaient à terre. La douleur à l'épaule pulsa plus fort, comme pour lui rappeler que ce n'était pas un cauchemar. Quand elle rouvrit les yeux, il était toujours là. « Ils me chercheront », dit-elle. Ce n'était pas une supposition. C'était une certitude. Il hocha lentement la tête. « Je m'en doute. » Elle serra les dents. Un homme qui comprenait le danger et qui avait quand même choisi de la garder ici. Était-ce du courage ou de la folie? « Tu devrais me laisser partir, » ajouta T.L. « Je ne veux pas que ton sang se mêle au mien. » Il ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha de la table, versa de l'eau dans une tasse en métal, puis revint vers elle. Il posa la tasse à portée de main, sans la forcer. « Bois. » Elle hésita, puis céda. L'eau était tiède, mais elle n'avait jamais rien goûté d'aussi bon. Elle but lentement, consciente de chacun de ses gestes, prête à réagir au moindre signe de trahison. Quand elle reposa la tasse, il parla enfin. « Tu partiras quand tu pourras marcher sans tomber, pas avant. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une décision. Elle le fixa longuement. Beaucoup d'hommes aimaient décider pour elle. Très peu prenaient le temps d'expliquer. Cela ne signifiait pas qu'il était différent, mais cela semait le doute. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle presque malgré elle. Il sembla surpris par la question. « Thorn. » Elle répéta le nom en silence, comme pour en éprouver le poids. Puis elle inspira profondément. On m'appelait Ayana. On m'appelait. Le passé se glissa dans ses mots sans qu'elle ne s'en rende compte. Thorn le remarqua. Ses yeux s'assombrirent légèrement, mais il ne posa pas de questions. Il se contenta d'accepter ce qu'elle offrait, et ce qu'elle gardait encore pour elle. La journée passa lentement, rythmée par ses réveils et ses assoupissements. Thorn resta à proximité sans jamais envahir son espace. Il nettoya de nouveau sa plaie, changea le bandage, lui donna à manger quelques bouchées d'un ragoût simple. Chaque geste était précis, presque maladroit, mais sincère. Elle observait tout, mémorisant, cherchant la faille. À la tombée du soir, la douleur s'atténua légèrement. La fièvre, elle, semblait se calmer. Ayana parvint à se redresser un peu plus longtemps, appuyée contre le mur. La lumière du crépuscule entra par une fente dans les planches, dessinant une ligne dorée sur le sol. « Tu vis seule » constata-t-elle. « Oui. » « Depuis longtemps ?» Il répondit sans la regarder. « Assez. » Elle comprit qu'il y avait là une frontière invisible. Elle la respecta. Le silence s'installa, lourd mais pas hostile. Un silence différent de ceux qu'elle connaissait. Ici, il n'était pas une menace immédiate. Il était une attente. Quand la nuit tomba complètement, un bruit lointain fendit l'air. Le galop d'un cheval, puis un autre. Ayana se figea. Son cœur s'emballa. Thorn se leva aussitôt, sa main se posant par réflexe sur la carabine. Ils se regardèrent. Aucune parole n'était nécessaire. Le monde extérieur venait de se rappeler à eux, brutal et impatient. Et dans ce silence chargé de peur, Ayana comprit une chose essentielle. Cet homme ne l'avait pas sauvé pour rien. Il venait, sans le vouloir, de lier son destin au sien. La nuit avait fini par s'installer complètement, épaisse et sans étoiles. Le vent soufflait par rafales courtes autour de la cabane,
faisant vibrer les planches comme si quelqu'un passait lentement ses doigts dessus. Après les bruits de galop, plus rien. Un silence tendu, trompeur. Thorn ne s'était pas recouché. Il restait debout près de la porte, la carabine posée contre le mur, l'oreille attentive. Et Yana, elle, ne dormait plus. La peur avait chassé toute fatigue. Son corps tremblait malgré la couverture, pas seulement à cause du froid. Elle connaissait ce silence, celui qui venait après la chasse, quand les hommes s'arrêtaient pour écouter, pour sentir. Elle ferma les yeux un instant, et les images s'imposèrent à elle, brutales, sans ordre, le feu du camp, les visages éclairés par les flammes, les regards détournés. « Ils sont partis », dit Thorn enfin, après un long moment. Sa voix était basse, prudente. Pour cette nuit, elle inspira lentement, mais la tension ne la quitta pas. Elle savait que ce n'était qu'un répit. Elle se redressa un peu plus, grimaçant sous la douleur. Thorn se tourna vers elle. « Tu devrais te reposer. » Elle secoua la tête. « Non. » Sa voix tremblait, mais sa décision était ferme. « Si je ne parle pas maintenant, je n'y arriverai peu, être jamais. » Il la regarda attentivement. Il comprit que ce qu'elle s'apprêtait à dire n'était pas une simple histoire, c'était une plaie ouverte. Il s'assit sur la chaise, à bonne distance, comme s'il voulait lui laisser le contrôle. La lampe à huile projetait des ombres instables sur les murs. Et Yana fixa la flamme un instant, puis commença. « J'appartenais à une petite bande, dit-elle. Pas une vraie tribu. Des survivants, des familles brisées, des femmes seules, des hommes fatigués. Nous nous étions rassemblés pour ne pas mourir chacun de notre côté. » Elle marqua une pause, cherchant son souffle. Au début, c'était suffisant. La faim, le froid, les attaques, tout semblait supportable tant que nous étions ensemble. Mais quand les ressources ont manqué, les regards ont changé. La peur rend les gens lâches. Thorn resta silencieux. Il connaissait cette vérité. Il l'avait vue de trop près. Il disait que j'attirais le malheur, poursuivit-elle. Que depuis mon arrivée, les chasseurs revenaient blessés, que les chevaux disparaissaient, que les blancs se rapprochaient. Ils avaient besoin d'un responsable. Sa main se crispa sur la couverture. Un soir, ils ont décidé. Sans discussion, sans cérémonie. Ils m'ont attaché. Certains n'osaient pas me regarder. D'autres semblaient soulagés. Sa voix se brisa. Elle inspira profondément, comme si elle devait se forcer à continuer. Ils m'ont traîné hors du camp, loin. Ils ont dit que le désert jugerait à leur place. Un silence lourd tomba dans la cabane. La flamme vacilla. Thorn sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, une colère froide, précise, pas explosive. Pire que ça. J'ai marché jusqu'à ce que mes jambes ne me portent plus, dit-elle. Le soleil brûlait, la nuit mordait. Quand je suis tombé, je pensais que ce serait fini. Elle leva les yeux vers lui. Mais je n'ai pas voulu mourir comme ça. Pas sans être vu, pas sans que quelqu'un sache ce qu'ils avaient fait. Thorn soutint son regard. Dans ses yeux, il n'y avait ni pitié ni jugement, seulement une compréhension grave. Il hocha lentement la tête. « Tu as survécu, dit-il. » Elle eut un sourire amer. « Oui, apparemment. » Le silence s'étira de nouveau, mais il n'était plus le même. Il était chargé de ce qui avait été dit, de ce qui ne pouvait plus être repris. « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» demanda T.L. soudain. La question était différente cette fois, plus précise, plus dangereuse. Thorn détourna le regard. Ses yeux se posèrent sur le badge accroché au mur. Il resta silencieux un long moment, comme s'il hésitait à ouvrir une porte qu'il avait scellée depuis longtemps. « Parce que je n'ai pas toujours fait le bon choix, » dit-il enfin. « Parce qu'un jour, j'ai laissé quelqu'un partir quand j'aurais dû agir. » Il passa une main sur sa nuque, nerveux. « Elle est morte, et je vis avec ça. » Et Yana ne répondit pas immédiatement. Elle observa cet homme qui semblait porter son passé comme une blessure invisible. Elle comprit que sa solitude n'était pas un hasard, qu'il ne s'était pas retiré ici pour la paix, mais pour la punition. « Alors tu crois que me sauver effacera ce que tu as perdu ?» La question n'était pas cruelle, elle était honnête. Thorn secoua la tête. « Non. Mais peu. Être que ça m'empêchera de refaire la même erreur. » Et Yana baissa les yeux. Elle sentit quelque chose se fissurer en elle, une méfiance ancienne, forgée par trop de trahison. Cet homme n'était pas un héros. Il ne cherchait pas à l'être. Il était simplement fatigué de fuir. La nuit avança. Les bruits du désert reprirent peu à peu. Insectes, souffle du vent, craquements lointains. La peur n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée. Elle n'était plus seule. « Ils reviendront, » dit-elle finalement. « Quand ils comprendront que je n'ai pas disparu. » Thorn acquiesça. « Yes, et quand ils viendront, ils ne demanderont pas. » Il se leva,
alla vérifier la porte, les fenêtres étroites, le terrain autour. Puis il revint s'asseoir. Alors on sera prêt. Ces mots résonnèrent dans la cabane comme une promesse dangereuse. Et Yana sentit son cœur battre plus fort. Elle ne savait pas s'il disait vrai. Elle ne savait pas s'il survivrait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit autre chose que la peur. Une possibilité. Et au fond du désert silencieux, quelque chose venait de changer. L'aube se leva sans douceur. Le ciel passa du noir au gris, puis à une pâleur maladive qui promettait une chaleur écrasante. Thorn était déjà dehors quand Yana ouvrit les yeux. Il se tenait près de la colline, accroupi, une main posée sur le sol comme s'il lisait une histoire écrite en poussière. Elle mit du temps à se redresser. La nuit l'avait laissé épuisé, mais son esprit était clair. Trop clair. Chaque souvenir s'accrochait à elle comme une épine. Ella se leva finalmente, chancelante, et s'approcha de la porte. Le monde extérieur la frappa aussitôt. Le silence du matin, la vasteté du désert, la sensation d'être minuscule et exposée. Thorn se retourna en l'intendant. « Tu ne devrais pas être debout, dit-il. « Je peux tenir, répondit-elle. Dis-moi ce que tu vois. » Il hésita, puis se leva lentement. Son regard resta fixé sur l'horizon. Ils sont venus cette nuit, pas jusqu'ici, mais assez près pour observer. Elle sentit son estomac se nouer. Combien? Au moins 3. Peu, être plus. Elle inspira profondément. 3 éclaireurs. Cela signifiait que d'autres suivraient. Ceux qui venaient d'abord n'étaient jamais ceux qui parlaient. Ils comptaient les pas, les armes, les angles morts. Ils décidaient ensuite s'il valait mieux négocier ou brûler. Et Yana regarda autour d'elle. La cabane, le terrain ouvert, les rochers épars. Ce n'était pas un endroit fait pour tenir un siège. Elle se tourna vers Thorn. « Tu devrais me laisser partir. » Il la fixa sans répondre immédiatement. Il savait que cette phrase viendrait. Il l'attendait depuis le moment où il l'avait trouvée dans le sable. « Tu n'iras nulle part dans cet état, dit-il finalement. Je les attirerai loin d'ici, insista-t-elle. Ils me veulent, moi, pas toi. Un muscle se contracta dans la mâchoire de Thorn. Il secoua la tête. Ils voudront savoir pourquoi je t'ai aidé et pourquoi je t'ai caché. Dans ce monde, les hommes comme eux ne font pas la différence. Elle baissa les yeux. Il avait raison. Elle connaissait ce genre d'homme. Il ne pardonnait pas l'insoumission, surtout quand elle venait d'une femme qu'ils avaient déjà condamnée. Ils rentrèrent dans la cabane. Thorn sortit des munitions d'une boîte en métal, les aligna méthodiquement sur la table. Chaque geste était précis, calme, trop calme. Et Yana observa ses mains. Des mains qui avaient tenu des armes, des rênes, être des vies. Elle comprit qu'il ne jouait pas à la guerre. Il s'y préparait. « Combien de temps avant qu'il revienne ?» demanda-t-elle. « 1 jour. 2. Au plus. » Elle hocha la tête. Son regard se posa sur la porte, puis sur la fenêtre étroite. Elle pensa à la fuite, au désert, à la douleur. Elle pensa aussi à ce regard qu'il avait eu en la voyant la première fois. Pas de désir, pas de peur. Juste une décision. « Si je passe maintenant, dit-elle doucement, je mourrai. » Thorn releva les yeux vers elle. « Et si tu restes, on risque tous les deux. » Elle sourit faiblement. « Alors nous sommes d'accord. » Ils passèrent la matinée à se préparer. Thorn renforça la porte avec une planche supplémentaire. Il dégagea le terrain devant la cabane, éliminant tout ce qui pourrait servir de couverture à des assaillants, et Yana, malgré ses protestations, resta active. Elle ramassa du bois, prépara de l'eau, observa les alentours. Son corps la faisait souffrir, mais rester immobile lui faisait plus peur encore. À midi, ils mangèrent en silence. Le ragoût avait le goût de la terre et du sel. Et Yana mangea peu, mais assez pour sentir ses forces revenir. Elle sentit aussi la fièvre reculer, lentement, comme une bête blessée. « Tu pourrais partir après, » dit Thorn soudain. « Quand ils comprendront que tu n'es pas ici. » Elle le regarda longuement. Ils sauront. Il n'insista pas. L'après-midi s'étira, lourd et oppressant. Le soleil était implacable. Même le vent semblait avoir déserté les collines. Puis, en fin de journée, Thorn se figea. Il leva une main, demandant le silence. Et Yana entendit alors ce qu'il avait perçu avant elle. Un bruit régulier. Des sabots. Lents, assurés. Ils approchaient. Thorn se plaça près de la fenêtre. Et Yana se tint derrière lui, le cœur battant. Elle reconnut les silhouettes avant même de voir leur visage. Des hommes qu'elle avait connus. Pas tous, mais assez pour comprendre. Ils s'arrêtèrent à une distance prudente. L'un d'eux leva la main en signe de paix. Un geste vide. « Nous savons qu'elle est ici, »
cria Tail. Rends-la, et nous partirons. La voix résonna dans l'air sec. Eyanna sentit un frisson la parcourir. Thorn ne répondit pas immédiatement. Il attendit que le silence retombe, pesant. Elle n'est pas à vous, répondit-il enfin. Sa voix était calme, mais ferme. Partez. Un rire bref s'éleva parmi les cavaliers. Tu ne sais pas ce que tu fais, cow-boy, lança un autre. Cette femme est maudite. Elle apporte la mort. Eyanna serra les poings. Les mots étaient familiers. Trop familiers. Partez, répéta Thorn. Les hommes échangèrent des regards. Le chef haussa les épaules. Nous reviendrons. Et cette fois nous ne parlerons pas. Ils firent demi-tour, laissant derrière eux une poussière lente, menaçante. Quand le silence revint, Eyanna sentit ses jambes faiblir. Thorn se retourna juste à temps pour la rattraper. Il la guida jusqu'au lit, sans un mot. Elle s'assit, la respiration courte. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. « Je t'ai entraîné là, dedans. » Il la regarda. Longuement. « Je suis entré tout seul. » La nuit tomba de nouveau. Mais cette fois, elle n'était pas seulement chargée de souvenirs. Elle portait une certitude. Les hommes reviendraient. Et la cabane, ce refuge fragile, allait bientôt devenir un champ de bataille. La nuit ne porta aucun sommeil. Elle s'installa comme une présence lourde, presque humaine, remplissant chaque recoin de la cabane. Eyanna somnolait par instants, son souffle irrégulier, tandis que Thorn veillait, assis près de la table, la carabine posée contre sa cuisse. Le feu était éteint. Il ne voulait pas attirer l'attention. Seule la lampe à huile diffusait une lueur basse, tremblante, dessinant des ombres qui semblaient bouger d'elles-mêmes. C'était dans ces moments-là que les fantômes revenaient. Thorn tenta d'ignorer le badge accroché au mur. Il avait voulu le ranger tant de fois, le jeter, le brûler, mais il était toujours là, comme une preuve qu'il n'avait jamais vraiment fui ce qu'il avait été. Un homme chargé de faire respecter la loi dans un monde où la loi n'était souvent qu'un prétexte. Il ferma les yeux, et la cabane se transforma. Il revit la rue principale de la petite ville où tout avait commencé. La poussière suspendue dans l'air, les portes closes, les regards derrière les fenêtres. Il était shérif alors, plus jeune, plus droit. Il croyait encore que choisir le bon camp suffisait à être un homme juste. Il y avait eu une dispute, une famille accusée, une femme qui criait son innocence, et lui, au milieu, partagé entre la foule et sa conscience. On l'avait pressé d'agir, de trancher vite, pour éviter le chaos. Il avait hésité. Cette hésitation avait coûté une vie. La balle n'était pas sortie de son arme, mais elle était passée à cause de son silence. La femme était tombée. Le cri avait traversé la rue comme une lame. Et Thorn avait compris, trop tard, que ne rien faire était aussi une décision. Il rouvrit les yeux brusquement. Sa respiration était courte. Il passa une main sur son visage, essuyant une sueur froide. Eyanna le regardait. Elle était éveillée depuis un moment. « Tu fais ce rêve souvent », dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Il ne répondit pas tout de suite. Il ne l'avait jamais dit à personne. Pas même à lui-même, pas avec des mots. Mais le silence était devenu trop lourd pour tenir encore. « J'étais shérif », dit-il enfin. Sa voix semblait étrangère à ses propres oreilles. Avant de venir ici, Eyanna se redressa légèrement, attentive. Elle ne l'interrompit pas. Une femme a été accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Les gens voulaient une solution rapide. Ils voulaient quelqu'un à blâmer. Il serra les poings. J'ai cru que le temps calmerait les choses. Que si je ne choisissais pas tout de suite, la vérité finirait par sortir. Il secoua la tête, amer. Ils ne lui ont pas laissé le temps. Le silence s'abattit de nouveau. Eyanna sentit une douleur sourde résonner en elle. Pas pour cette femme qu'elle n'avait jamais connue, mais pour cet homme brisé devant elle. « Et après » demanda-t-elle. « Après, j'ai quitté la ville. J'ai quitté la loi. J'ai quitté tout ce que j'étais. » Il inspira profondément. « Je me suis dit que si je restais seul, je ne pourrais plus faire de mal. » Elle le regarda avec intensité. « Tout est puni. » Il hocha la tête. « Oui. » Eyanna resta silencieuse un long moment. Puis elle parla, sa voix basse, mais ferme. « Là d'où je viens, on dit que les esprits ne nous hantent pas pour nous faire souffrir. Ils nous hantent pour nous empêcher d'oublier. » Thorn leva les yeux vers elle. Quelque chose se passa dans son regard. Une résistance, puis une fissure. « Je n'ai pas le droit de réparer ce que j'ai fait, » dit-il. « Pas vraiment. »« Peut être, » répondit-elle. « Mais tu as le droit de ne pas répéter la même erreur. » Ces mots frappèrent Thorn avec une force qu'il n'avait pas anticipée. Il pensa au désert, à Eyanna, laissée pour morte, à la facilité avec laquelle il aurait pu détourner le regard. Cette fois, il n'avait pas hésité.
Le silence qui suivit fut différent, plus calme, presque apaisé. Dehors, un bruit se fit entendre, un craquement, puis un autre. Thorn se leva aussitôt, alerte. Il se dirigea vers la porte, l'oreille tendue. Le vent faisait bouger une branche sèche contre la paroi, rien de plus. Mais la menace était là, invisible, patiente. À l'aube, Thorn prit une décision. Il se tourna vers Ayanna, qui s'était rendormie brièvement. « Quand ils reviendront, dit-il doucement pour ne pas la réveiller, je ne reculerai pas. » Il sortit de la cabane avant que le jour ne soit complètement levé. Le ciel était encore teinté de bleu sombre. Il inspecta le terrain une dernière fois, mémorisant chaque pierre, chaque creux. Il n'était plus question de survivre, il s'agissait de tenir. Quand il rentra, Ayanna était assise sur le lit, éveillée. « Tu ne fuiras pas, dit-elle. Ce n'était pas une accusation, c'était une constatation. « Non, répondit-il simplement. Elle hocha la tête. Elle comprenait. Et dans ce regard partagé, quelque chose se scella sans parole. Ils étaient deux âmes marquées par la faute et la survie. Et désormais, les fantômes de Thorn ne le poussaient plus vers la fuite, mais vers la résistance. La cabane, fragile et isolée, n'était plus seulement un abri. Elle était devenue un lieu de décision. Et quand les hommes reviendraient, Thorn Maddox serait prêt à affronter non seulement leurs armes, mais aussi ce qu'il avait toujours évité, le poids de ses choix. Le jour s'était retiré sans bruit, comme un animal blessé qui se cache pour mourir ailleurs. La cabane baignait dans une pénombre dense, seulement trouée par la lueur tremblante de la lampe à huile. Dehors, le désert respirait lentement, vaste et indifférent. Mais à l'intérieur, l'air semblait chargé de mots retenus. Ayanna était assise près du feu éteint, enveloppée dans la couverture. Sa fièvre avait presque disparu, mais une fatigue profonde restait accrochée à ses traits. Thorn, lui, vérifiait une dernière fois son arme, non par nervosité, mais par nécessité. Chaque geste était mesuré, presque rituel, comme s'il se préparait à une cérémonie dont il connaissait déjà l'issue possible. Ils savaient tous les deux que cette nuit serait différente. Pas parce que les hommes attaqueraient peu, être pas encore, mais parce que quelque chose devait être dit avant que le sang ne parle à leur place. Ayanna rompit le silence la première. « Quand ils m'ont laissé, dit-elle doucement, je croyais que le désert finirait le travail. » Thorn leva les yeux vers elle, attentif. « J'ai pensé que mourir ici serait plus simple, » poursuivit-elle. « Plus simple que de vivre avec ce qu'il m'avait fait. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Mais quand j'ai senti la nuit tomber, quand le froid a commencé à me mordre, j'ai compris que je n'étais pas prête. Pas prête à disparaître sans laisser de traces. Sa voix trembla légèrement. Thorn posa l'arme contre le mur et s'assit en face d'elle, laissant une distance respectueuse entre eux. « Tu as survécu, » dit-il. Elle secoua la tête. « J'ai résisté. Ce n'est pas la même chose. » Il acquiesça. Il comprenait cette nuance mieux qu'il ne l'aurait voulu. « Et toi ?» demanda-t-elle soudain. « Pourquoi rester ici, seul, aussi longtemps ?» La question flotta entre eux, lourde, mais Thorn ne recula pas. Il s'y attendait. « Parce que je croyais que la solitude me protégerait, » répondit-il. « De moi-même. » Ayanna l'observa longuement. « Et est-ce que ça a marché ?» Un sourire bref, presque amer, traversa son visage. « Non. » Ils laissèrent le silence reprendre sa place, mais cette fois il n'était pas hostile. Il était nécessaire, un espace pour respirer, pour accepter. « Là d'où je viens, » dit Ayanna après un moment. « On apprend à partager le poids, même quand il est trop lourd pour un seul dos. » Thorn hocha la tête lentement. « Là d'où je viens, on apprend à le porter seul, jusqu'à ce qu'il vous écrase. » Ils échangèrent un regard, et quelque chose changea. Une reconnaissance silencieuse. Deux chemins différents, une même douleur. Le vent se leva à l'extérieur, faisant vibrer les planches. Ayanna frissonna. Thorn se leva et ajouta une bûche au feu, qui reprit vie lentement, projetant une lumière chaude sur les murs. « S'ils viennent cette nuit, dit-elle, je ne veux pas être caché. » Il fronça légèrement les sourcils. « Tu n'es pas en état de te battre. »« Peut être, répondit-elle, mais je suis en état de choisir. » Ces mots frappèrent Thorn plus fort qu'une menace. Il la regarda, cherchant à protester, puis renonça. Il comprenait. « Trop bien. »« D'accord, dit-il finalement. Mais tu restes près de moi. » Elle acquiesce. La nuit avançait. Les ombres dansaient sur les murs. Chaque bruit semblait amplifié. Le craquement du bois, le souffle du vent, le battement de leur propre cœur. À un moment, Ayanna posa sa main sur la table près de celle de Thorn. Le contact fut bref, presque accidentel,
Mais aucun des deux ne se retira immédiatement. « Quoi qu'il arrive, dit-elle, merci de m'avoir vu. » Il serra légèrement les doigts. « Quoi qu'il arrive, répondit-il, tu n'es plus invisible. » Ils restèrent ainsi un moment, sans chercher à donner un nom à ce lien fragile. Ce n'était ni de l'amour, ni une promesse. C'était une alliance née de la vérité partagée. Plus tard, alors que la lampe faiblissait, Thorn se leva pour monter la garde. Eyanna s'allongea, mais le sommeil ne vint pas tout de suite. Elle écoutait les pas de Thorn, réguliers, rassurants. Elle pensa à ce qu'elle avait perdu, à ce qu'elle pourrait encore perdre. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle pensa aussi à ce qui pouvait rester. À l'aube, juste avant que le ciel ne commence à pâlir, Thorn entra discrètement. « Rien cette nuit, » murmura-t-il. Eyanna ouvrit les yeux et hocha la tête. Elle se redressa lentement. « Ils attendent, dit-elle. « Oui, » répondit-il. « Et nous aussi. » La nuit des vérités s'achevait, laissant derrière elle un calme trompeur. Il savait que la violence approchait, inévitable. Mais il savait aussi que, désormais, il l'affronterait sans mensonge. Et dans ce désert qui avait voulu les briser chacun à sa manière, deux volontés s'étaient enfin rencontrées. Le premier coup de feu ne retentit pas comme un cri, mais comme une déchirure sèche dans l'air du matin. Un bruit bref, brutal, qui fit vibrer les planches de la cabane et s'enfonça dans la poitrine d'Eyanna, avant même qu'elle n'ait eu le temps de comprendre. Thorn réagit instantanément. « À terre !» ordonna-t-il d'une voix basse, sans panique. Eyanna obéit, se glissant contre le mur intérieur tandis qu'un second tir éclata, faisant voler des éclats de bois près de la fenêtre. La cabane, jusque-là refuge fragile, venait de perdre son dernier masque. Elle n'était plus un abri, elle était une cible. Dehors, les chevaux hennirent. Des silhouettes se déplacèrent rapidement, utilisant les rochers comme couverture. Thorn jeta un œil par l'ouverture étroite, calcula les distances, les angles. Ils étaient plus nombreux que prévu, 5. Peu, être 6. Assez pour tuer. Il tira à son tour. Le recul de la carabine résonna dans ses épaules comme un rappel ancien. Le tir n'était pas précipité. Il visait à ralentir, à faire hésiter. Un homme cria. Les autres se dispersèrent aussitôt, plus prudents. Il savait maintenant qu'il n'avait pas affaire à un vieil ermite apeuré. Eyanna, plaquée au sol, sentait son cœur battre contre la terre battue. Chaque détonation faisait vibrer son corps blessé. La peur était là, brute, animale, mais elle n'était plus paralysante. Elle pensa aux nuits passées à attendre la mort, à cette promesse silencieuse qu'elle s'était faite, ne plus jamais subir sans résister. Un cri s'éleva. « Sors, femme !» La voix était rauque, familière. Elle reconnut l'un d'eux, son ancien chef. Celui qui avait détourné les yeux pendant qu'on l'attachait. « Nous n'avons rien contre toi, cowboy, » poursuivit-il. « Laisse-la, et tu vivras. » Thorn ne répondit pas. Il rechargea calmement. Le silence qui suivit fut plus menaçant que les tirs. Eyanna se redressa lentement, ignorant la douleur qui la traversait comme une lame. Elle s'approcha de Thorn. « Ils essaient de te diviser, » murmura-t-elle. « Yes, Ice. » Elle posa une main contre le mur, cherchant l'équilibre. « Si le feu prend, nous sommes piégés. » Thorn acquiesça. Il y avait pensé aussi. La cabane était sèche, trop sèche. Comme pour confirmer sa crainte, une bouteille brisée s'écrasa contre la façade. Le liquide s'étala, sombre et épais. L'odeur monta aussitôt. « En arrière !» cria Thorn. La flamme suivit. Le feu lécha le bois, rapide, affamé. La chaleur envahit l'air. Eyanna recula, toussant, les yeux brûlants. Thorn tira encore, forçant les assaillants à se replier momentanément, puis se précipita pour étouffer les flammes avec une couverture humide. Le bois noircit, mais le feu céda. Pour cette fois, le siège venait de commencer réellement. Les minutes s'étirèrent en heures. Les hommes tournaient autour de la cabane, testant, provoquant. Un tir ici, un cri là, une tentative pour attirer Thorn dehors. Chaque fois, il répondait avec retenue, économisant ses balles, sa force. Eyanna, malgré ses blessures, refusa de rester immobile. Elle ramassa des cartouches, observa par les fentes, signalait les mouvements. Son corps souffrait, mais son esprit était clair. Elle n'était plus la femme abandonnée dans le désert. Elle était celle qui refusait encore de mourir. Un moment de silence s'installa soudain. Trop complet. Thorn sentit le piège. « Is von Charger ?» dit-il. Eyanna hocha la tête. Le premier homme surgit par le flanc gauche, criant, arme levée. Thorn tira sans hésiter. L'homme s'effondra. Les autres suivirent, hurlant, emportés par la colère et la certitude
que le nombre finirait le travail. Le monde se réduisit à des éclairs, des bruits, des gestes instinctifs. Thorn bougeait comme il ne l'avait plus fait depuis des années. Chaque décision était immédiate, vivante. Il sentit une brûlure à l'épaule quand une balle frôla sa chair, mais il ne s'arrêta pas. Ayana cria son nom. Il se retourna juste à temps pour voir un homme surgir derrière elle. Elle n'eut pas le temps de réfléchir. Elle attrapa la première chose à portée de main, un tison encore chaud, et frappa. L'homme hurla, recula, aveuglé. Thorn termina le mouvement d'un coup sec. Le silence retomba, brutal. Le sol autour de la cabane était jonché de corps immobiles. La poussière retombait lentement, comme une neige sale. Les chevaux, affolés, s'étaient enfuis. Il ne restait plus que le vent et l'odeur âcre de la poudre. Ayana sentit ses jambes céder. Thorn la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Elle s'accrocha à lui, haletante. « C'est fini » murmura-t-elle. Il regarda autour d'eux, attentif, puis hocha la tête. Pour eux, oui, ils restèrent là un long moment, incapables de bouger. Le feu couvait encore par endroits. La cabane était marquée, blessée, mais debout. Comme eux, Thorn guida Ayana à l'intérieur. Il la fit s'asseoir, examina rapidement ses blessures. Elle tremblait, mais ses yeux étaient clairs, vivants. « Tu m'as sauvé, dit-elle. » Il secoua la tête. « Tu t'es sauvé. »« Choua ?» Elle esquissa un sourire faible, fatigué, mais vrai. Dehors, le désert reprenait déjà son silence, comme s'il n'avait rien vu, comme s'il attendait simplement la suite. Et dans la cabane meurtrie, 2 survivants respiraient encore, conscients que rien ne serait plus jamais comme avant. Le silence qui suivit le combat n'avait rien de paisible. Il pesait sur la cabane comme une chape de plomb, épais, chargé d'images encore brûlantes. Ayana restait assise près du mur, le dos contre les planches noircies, les mains tremblantes. Chaque respiration lui arrachait une douleur sourde, mais elle refusait de s'allonger. Elle avait besoin de rester consciente, présente, comme si fermer les yeux pouvait faire revenir les hommes. Thorn se déplaçait lentement dans la pièce, vérifiant les coins, les ouvertures, l'état des murs. La cabane avait tenu, mais à quel prix? Des impacts de balles creusaient le bois. Une partie du toit s'était affaissée. L'odeur de la poudre et du feu s'accrochait à tout, tenace. Il posa enfin la carabine contre la table. Le geste, simple, sembla lui coûter plus que tous les tirs réunis. La tension qu'il avait contenue jusque-là se relâcha d'un coup. Il vacilla légèrement. Ayana le vit. « Tu es touché ?» dit-elle. Il haussa les épaules, comme pour minimiser. Une éraflure. Elle se leva péniblement et s'approcha de lui. Son regard s'assombrit quand elle vit le sang imprégner sa chemise, à l'épaule. Ce n'était pas mortel, mais la perte de sang était réelle. Elle attrapa un chiffon, le trempa dans l'eau et le pressa contre la plaie. Thorn inspira brusquement. « Ne bouge pas » dit-elle avec fermeté. Il obéit sans discuter. Ce simple renversement de rôle elle qui le soignait, désormais le frappa plus qu'il ne l'aurait cru. Il observa ses gestes, précis malgré la fatigue. Elle savait ce qu'elle faisait. La survie était une langue qu'ils parlaient tous les deux. Quand elle eut fini, Ayana s'assit lentement. Le souffle court. Le silence revint, mais différent. Il n'était plus menaçant. Il était plein. « Ils ne reviendront pas, dit Thorn enfin. Elle hocha la tête. « Non ?» Un instant passa. Puis un autre. « Mais ce lieu, » murmura-t-elle en regardant autour d'elle. Il suivit son regard. La cabane, autrefois refuge, était devenue une cicatrice visible. Elle porterait toujours les marques de ce jour. Même réparée, elle ne serait plus jamais invisible. Ils sauront, dit-il. D'autres hommes, d'autres regards. Ayana sentit la vérité de ces mots s'imposer à elle. Le désert avait des yeux. Des rumeurs circulaient plus vite que le vent. Elle inspira profondément. « Alors je dois partir. » La phrase tomba entre eux, lourde. Thorn ne répondit pas tout de suite. Il avait su que ce moment viendrait. Pourtant, l'entendre ainsi lui serra la poitrine. « Pas aujourd'hui, dit-il enfin. Elle secoua la tête. « Si. Rester ici serait te condamner à nouveau. » Il se passa une main sur le visage, fatigué. « Et te laisser partir maintenant serait être te tuer. » Ils se regardèrent, conscients que ni l'un ni l'autre n'avaient entièrement tort. « Je ne peux pas rester, » répéta-t-elle plus doucement. « Pas après ce qu'il s'est passé. Ce refuge, il n'est plus à moi. » Thorn comprit. Ce n'était pas seulement une question de sécurité, c'était une question de dignité. Elle ne voulait plus être protégée en se cachant. Elle voulait avancer. La nuit tomba lentement, comme si le ciel lui-même hésitait à replonger le monde dans l'obscurité.
Thorn alluma le feu une dernière fois. Ils mangèrent peu, en silence. Leur corps réclamait du repos, mais leurs esprits restaient éveillés. « Où iras-tu » demanda-t-il finalement. Ayana fixa les flammes. Vers le nord peut être, ou vers les montagnes, là où les gens ne me connaissent pas, là où je pourrais être autre chose que celle qu'ils ont rejetée. Il hocha la tête. Il savait ce que cela signifiait de recommencer ailleurs, de porter ses cicatrices comme un secret. Tu pourrais rester ici quelques jours encore, proposa-t-il. Reprendre des forces. Elle sourit faiblement. Chaque jour de plus rendra le départ plus difficile. Il ne répondit pas. Il savait qu'elle disait vrai. Plus tard, alors que le feu mourait, Ayana se leva et s'approcha de la porte. Elle l'ouvrit lentement. Le désert s'étendait devant elle, immense, silencieux. Les étoiles brillaient avec une indifférence presque cruelle. « Tu m'as offert un refuge, » dit-elle sans se retourner. « Et tu as payé le prix à ma place. » Thorn s'approcha, se tenant à distance. « Je ne regrette pas, » dit-il. Elle se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent, chargés de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui aurait pu naître, peut être, dans un monde moins brutal. « Moi non plus, » répondit-elle. Elle hésita, puis posa sa main contre sa poitrine, là où son cœur battait fort. « Grâce à toi, je suis encore là. » Il posa la sienne par-dessus, brièvement. « Grâce à toi aussi. » Ils restèrent ainsi un instant, immobiles, conscients que cette nuit marquait une fin et un commencement. Quand Ayana se recoucha, Thorn resta éveillé longtemps encore. Il regardait les ombres danser sur les murs, écoutant le vent passer à travers les fissures. Il savait que le matin apporterait une décision irrévocable. Le refuge avait rempli son rôle. Maintenant, il fallait en payer le prix. L'aube arriva sans bruit, comme si le désert lui-même respectait ce qui allait se jouer. La lumière s'infiltra par les fissures de la cabane, pâle et hésitante, révélant les traces de la veille, le bois brûlé, la poussière noire, les marques laissées par la peur et la résistance. Le monde n'avait pas changé. Mais eux, si. Ayana se leva la première. Chaque mouvement lui rappelait ce qu'elle avait traversé, mais la douleur n'avait plus le même goût. Elle n'était plus une punition. Elle était la preuve qu'elle avait survécu. Elle rassembla ses quelques affaires en silence. Un tissu, un peu d'eau, un couteau récupéré parmi les restes du combat. Rien de plus. Elle n'avait jamais eu besoin de beaucoup. Thorn observait depuis le seuil. Il n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à réparer ce qu'il pouvait, à ranger les armes, à enterrer les corps à distance de la cabane. Pas par respect pour ceux qui avaient attaqué, mais pour refermer le chapitre. Il savait que rester ici n'était plus possible. Pas vraiment. Quand Ayana s'approcha, il comprit que l'instant était venu. « Le soleil est encore bas, » dit-elle. « C'est le meilleur moment. » Il acquiesça. Le désert offrait parfois des cadeaux discrets à ceux qui savaient les reconnaître. Ils sortirent ensemble. L'air du matin était frais, presque clément. Le silence s'étendait à perte de vue, immense, comme une page blanche. Ayana s'arrêta un instant, se tournant vers la cabane. Elle la regarda longtemps, comme on regarde une tombe sans pierre. « Cet endroit m'a sauvé, » murmura-t-elle. « Mais il ne peut pas me garder. » Thorn ne répondit pas. Il comprenait trop bien. Il conduisit son cheval jusqu'à elle. L'animal semblait calme, comme s'il acceptait lui aussi ce départ. Thorn tendit les rênes à Ayana. « Il te portera loin d'ici, » dit-il. « Il connaît les pistes. » Elle hésita. « Et toi ?» Il regarda l'horizon, puis la cabane, puis à nouveau le désert. « Je partirai aussi. » Mais pas dans la même direction. Elle comprit. Chacun avait sa route à suivre. Leur alliance avait été réelle, profonde, mais elle n'avait jamais été une promesse de rester ensemble. Ce qu'ils avaient partagé n'avait pas besoin d'être prolongé artificiellement. Ayana posa sa main sur l'encolure du cheval, puis se tourna vers Thorn. « Tu ne fuis plus, » dit-elle. Ce n'était pas une question. Il secoua la tête. « Non. » Elle sourit. Un vrai sourire, discret, mais entier. « Alors ce que tu as fait ici compte. » Ils restèrent face à face, laissant le vent combler l'espace entre eux. Aucun mot ne venait, aucun n'était nécessaire. Il y avait dans leur regard une reconnaissance profonde, née non pas d'un avenir commun, mais d'un instant partagé au bon moment. Ayana monta en selle avec précaution. Le cheval bougea légèrement, puis s'immobilisa, patient. Elle jeta un dernier regard à Thorn. « Je ne sais pas ce que je trouverai, dit-elle, mais ce sera à moi. » Il hocha la tête. « C'est tout ce qui compte. » Elle talonna doucement le cheval. L'animal s'ébranla, avançant lentement d'abord, puis plus sûrement. Ayana ne se retourna pas immédiatement. Elle avançait droit devant elle, vers le nord,
là où les collines se fondaient avec le ciel. Thorn la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un point sombre dans l'immensité claire. Quand elle disparut complètement, il se sentit étrangement léger. Il retourna vers la cabane une dernière fois. Il entra, observa l'intérieur marqué par le feu et le combat. Il décrocha le badge du mur. Le métal était froid dans sa main. Il le regarda longuement, puis le posa sur la table. Il n'en avait plus besoin. Il sortit, referma la porte, et ne se retourna pas. Thorn Maddox prit la direction opposée à celle d'Ayana. Ses pas étaient lents, mais assurés. Il n'allait pas vers une ville précise. Il allait vers la possibilité de réparer autrement. Peu être en aidant, peu être en témoignant, peu être simplement en étant présent. Quand quelqu'un serait laissé pour mort sur le bord d'un chemin. Le désert s'étendait devant lui, vaste et indifférent, comme toujours. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne le voyait plus comme une punition. Il le voyait comme une route. Et quelque part, sous ce même ciel, Ayana avançait elle aussi, portée par la certitude qu'elle n'était plus seule au monde même en marchant seule. Le désert avait voulu les briser. Il leur avait offert, à la place, un commencement.